Attention, cette émission n'est consacrée qu'à un but de divertissement, et non qu'à un complément de cours d'histoire du cinéma parce que vous avez un prof nul. Donc à part les dates, les personnages et certains événements, n'utilisez pas cette émission comme révision pour vos partiels, car vous n'aurez pas votre moyenne, raterez vos études et finirez votre vie comme équipier à McDo. Même pas manager puis après cadre, hein, juste équipier. Vous êtes prévenus. Précédemment. Je m'appelle Tostaki, jeune étudiant en fac de cinéma qui a l'ambition absurde de devenir réalisateur. Et vous savez ce que je fais 100% du temps? Je reste assis dans un amphi. Hey Nick, tu m'as demandé? Oh salut Toast, ouais, rentre, je t'en prie. Enfin, ce n'est pas vraiment une machine à voyage dans le temps, pour en parler. Elle permet d'interagir, de parler avec le passé en projetant le contenu de la bobine sur un écran. Fritz Lang et Friedrich Murnau. Vous n'êtes pas fait pour le cinéma, monsieur Tostaki. Je sais bien que je ne suis pas le professeur le plus passionnant de cette faculté, mais si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures en amphi avec moi, ce n'est même pas la peine de rentrer dans le monde de l'audiovisuel. Si lors de l'examen d'histoire du cinéma vous ne sortez pas une bonne copie, je ferai en sorte pour vous renvoyer. Chronobobine. David Wark Griffith. Bon Toast, prêt à noter? Vas-y, fais-moi le cours. David Wark Griffith, messieurs. Oh Nick, comment ça va? Bien, et tout ma poule, on se la claque? Non, je rigole, t'es dans un écran. Ah, ça me manquait tes mauvaises blagues. Pas moi. Oh, bonjour, on ne se connaît pas, je crois. Oui, c'est Tostaki, un ami à moi. Il est là pour réviser un peu ses cours d'histoire du cinéma, et j'aimerais que tu fasses le cours avec moi. Avec plaisir, ça porte sur quoi le cours? Sur toi. Oh, encore mieux, au moins je sais de quoi je parle. Musique d'ambiance? Musique d'ambiance. Vas-y David, raconte-nous tout. Ma vie a été très simple. Je suis né le 22 janvier 1875 dans le Kentucky. J'ai vécu dans le sud profond avec un père héros de guerre loin de New York et de Los Angeles. C'est de là que vient ta pensée assez chrétienne et conservatrice qui va transparaître dans Naissance d'une nation. On y reviendra après. Vers mes 10 ans, mon père est mort, ce qui a entraîné de gros problèmes financiers pour ma famille. J'ai donc déménagé dans plusieurs villes et à l'âge de 15 ans, j'ai été obligé de travailler pour subvenir en partie aux besoins de ma famille. T'as fait quoi comme boulot? Oh, vendeur de journaux, employé dans une librairie, j'ai un peu enchaîné différents jobs à vrai dire. Si je me souviens bien, tu étais un grand admirateur de théâtre. Je suis devenu acteur et j'ai accompagné quelques troupes pendant plusieurs années. Et bon, même à cette époque, le théâtre ne nourrissait pas son homme, alors j'ai fait plusieurs métiers pour vivre. Cette situation m'ennuyait beaucoup, donc vers 1907, j'ai tenté de proposer plusieurs sujets de films à des producteurs de New York. Mais étonnamment, ton premier film, tu en es pas le réalisateur, mais l'acteur. C'est ça, j'ai été le rôle titre dans Rescued from Eagle's Nest, produit par la Edison Manufacturing Company. Au fil du temps, j'ai travaillé comme acteur et scénariste dans une autre compagnie, la American Mutoscope and Biograph Company. Ils m'ont permis de réaliser mon premier court-métrage en 1908, Les Aventures de Dolly. Tu seras d'ailleurs très prolifique, car de 1908 à 1914, tu vas réaliser plus de 400 courts-métrages où tu aborderas tous les genres. C'est pendant cette période que j'ai expérimenté beaucoup de choses dans mes courts-métrages. Le gros plan par exemple, mais aussi la création du flashback et du montage alterné pour montrer clairement des actions simultanées, et aussi la popularisation de l'happy end. En gros, si Louis Lumière a inventé le cinéma, avec tes expérimentations, tu vas l'élever en tant qu'art. Tu notes bien, Tostaki? Ça va. Tu vas rencontrer un grand succès commercial, et en 1910, tu vas être l'un des premiers réalisateurs à tourner à Los Angeles. Le climat était idéal pour les tournages extérieurs pendant l'hiver. J'avais découvert un village là-bas qui était parfait pour le cinéma, avec beaucoup d'espace et de lumière. Il s'appelait Hollywood. Tu quittes la biographe en 1914 car ils ne veulent pas te confier de long métrage pour aller chez Mutual Film suivi par toute ton équipe technique. Tu as alors la possibilité de filmer des films de plus d'1 heure. Je mets en scène 6 longs métrages en un an, dont Home Sweet Home et La Conscience Vengeresse. Et avec mes expérimentations dans la narration et le montage, ça rendait les films plus attrayants et ça a contribué au développement du format long aux États-Unis. Et c'est un an plus tard, en 1915, que tu réalises ton film le plus connu et le plus polémique, la première superproduction américaine, Naissance d'une nation. Ce film-là faisait 3 heures. Et c'était une reconstitution de la guerre de sécession et les années qui suivaient la défaite des armées du Sud. Tout était refait. Les lieux, les costumes, les coupes. Mais tu prends la décision de faire jouer les noirs par des acteurs blancs maquillés. Mais c'est raciste. Oh, attends. C'est mieux là. Mais c'est raciste. Toast, ne monte pas sur tes grands chevaux s'il te plaît, on a déjà perdu Louis la dernière fois. Oh, c'était une pratique courante à l'époque, faut remettre ça dans son contexte. Également, ton film va faire l'apologie du Ku Klux Klan dans sa dernière partie, où ils vont être montrés comme des sauveurs.
D'ailleurs, ton film a eu un tel succès qu'il a provoqué la renaissance de ce groupe qui avait été interdit depuis 1877. La polémique provoquée par ce film va créer des émeutes sanglantes à Boston, New York et Chicago. Sérieux, je peux rien dire? Continue de noter. Mais je suis pas raciste! Bien sûr, et moi je balance des missiles avec mon cul. Faut toujours remettre ça dans son contexte. J'étais partagé entre mon éducation réactionnaire et mes positions progressistes. À l'époque, je partageais l'opinion de beaucoup d'Américains sur l'esclavage et la ségrégation, et j'avais écrit le film à partir du livre d'un révérend raciste. En fait, tu n'avais pas conscience que ton film était raciste car c'était l'opinion majoritaire. T'as été tellement blessé par cette accusation que tu réaliseras un an plus tard Intolérance. Ça racontait 4 histoires sur 4 époques différentes et tout ça grâce au montage alterné que j'avais expérimenté. Je voulais dénoncer l'intolérance et la cruauté de l'homme et prôner des valeurs humanistes en montrant la répression des grèves, le massacre de la Saint-Barthélemy, la Passion du Christ et Babylone. Ton plus beau film. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai continué à réaliser des films comme Le Lys brisé et À travers l'orage et en 1919 j'ai créé avec Charlie Chaplin, Mary Pickford et Douglas Fairbanks la coopérative United Artists pour aider à la distribution de nos œuvres. Mais je connais cette maison de production. Elle a produit les James Bond, les Rocky et War Games. Elle a été rachetée par la MGM. Oui, de ce que j'ai entendu, elle a bien évolué. Et tout ça a été racheté par Sony en 2005. Et qu'as-tu fait après la mise en place de United Artists? Malheureusement plus grand chose. J'ai eu une fin de carrière très difficile, beaucoup d'échecs financiers, à tel point que mon dernier film n'a jamais été programmé dans les salles et je buvais beaucoup. Les producteurs ne me faisaient plus confiance, donc j'ai arrêté de faire du cinéma en 1931. Je suis mort en 1948, mais finalement avec moins de regrets que je l'imaginais. Pourquoi en fait? En 1936, on m'a récompensé d'un Oscar pour l'ensemble de mon travail et on m'a nommé membre honoraire à vie de la Directors Guild of America. C'était une véritable reconnaissance et après tout ce que j'avais traversé, que ce soit mon enfance, mes débuts, les polémiques et ma fin, j'en avais besoin. Chronobobine. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.